On va parler au fait des types de données. En JavaScript, il y a plusieurs types de données. La variable, c'est un conteneur au fait qui contient les informations. C'est une boîte qui contient les informations, mais ces informations ont un type. Même si le JavaScript est un langage typé dynamiquement, mais il faut savoir qu'il y a des types au fait. Il y a des types que le JavaScript attribue à des variables. Donc, quand je donne ma variable âge ici, ma variable âge, je lui donne ce chiffre, JavaScript lui donne au fait un type donné. Il lui donne le type number. Et là, c'est notre premier type que nous avons. On va noter ça. Donc, nous avons un premier type. Ça, c'est ce que nous appelons les commentaires en JavaScript. En JavaScript, nous avons aussi des commentaires. S'il faut en parler, les commentaires, ce sont en fait du code qui ne sera pas visible lors de l'exécution de notre script. Donc, un code qui sera là pour nous permettre d'afficher simplement nos idées, de nous permettre de nous retrouver dans notre code. Donc, quand nous travaillons, nous appelons, au fait, nous sommes appelés à avoir des codes beaucoup très, très longs, en fait, des codes très kilométriques de fois. Et pour pouvoir se retrouver dans les codes que nous sommes en train de créer, nous avons besoin des commentaires pour pouvoir nous retrouver déjà premièrement. Et aussi, quand une personne va pouvoir récupérer notre code, vous êtes appelé, par exemple, à travailler dans une entreprise. Vous serez peut-être appelé à céder votre code à quelqu'un. Et cette personne doit arriver déjà à se retrouver dans le code que vous avez écrit. Voilà pourquoi nous avons besoin des commentaires. Et en JavaScript, nous avons des commentaires monolignes et puis des commentaires multilignes. Les commentaires monolignes, pour les faire, c'est très simple. On fait simplement 2 slash comme ça et on peut écrire le commentaire que nous voulons sur une ligne. Donc ici, ça peut être par exemple la première partie de mon code. Je vais ici écrire première partie de notre code. Donc ça, c'est un commentaire monoligne. Donc c'est un commentaire qui prend qu'une seule ligne. Donc si je viens ici écrire ça sur la deuxième ligne, ça me fait une erreur. Ça me fait une erreur. Ici, Coca me dit carrément que is not defined. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est une erreur déjà en JavaScript. On voit qu'ici, c'est rouge. Et puisque le JavaScript est un code qui est lu du haut vers le bas, directement, tout ce qui est en bas devient blanc. Ça veut dire que tout ce qui est en bas de cette erreur n'est plus considéré. Donc, il faut faire attention. Donc, ça, c'est un commentaire ici, comme je l'ai dit, monoligne. Et nous pouvons aussi faire des commentaires multilignes. Les commentaires multilignes en JavaScript, c'est un peu comme en CSS. On met un slash, on met une étoile. On met une étoile d'abord, après on met un slash. Donc, slash étoile, étoile slash. Et là, on peut écrire des commentaires sur plusieurs lignes. Donc ici, si j'étais sur le commentaire monoligne, si je revenais à la ligne, ça me créait un nouveau commentaire. Mais maintenant, si je veux écrire à la ligne ici, ça me crée une erreur. Mais ici, avec le commentaire multiligne, je peux écrire vraiment partout que je veux. Je peux écrire au fait autant de lignes que je veux. Donc ici, je peux avoir une première ligne de commentaire, une deuxième ligne de commentaire, et je peux décrire beaucoup de choses. Imaginons que c'est une section une fonctionnalité que vous êtes sur laquelle vous êtes en train de travailler, ou une fonction carrément, vous décrivez en fait à quoi sert cette fonction, comment elle va travailler, tout ça là. Vous arrivez à définir toutes ces choses avec les commentaires. Et tout ce qui est sur le commentaire ne sera pas affiché. Donc, on retient ici en JavaScript que nous avons des commentaires monolignes et puis des commentaires multilignes. C'est ça, en fait, la force des commentaires. Voilà. Donc, nous sommes en train de travailler déjà sur les types de données. Donc, comme je le disais, nous avons plusieurs types de données. On a plusieurs types de données. Le premier type de données ici que nous avons déjà, ce sont les numbers. Donc, on va noter ce type de données. En JS, type de données en JS. Nous avons un premier type de données ici. Ce sont les numbers. Donc, le type de données number, il prend en compte et les nombres à virgule et les nombres entiers. Il prend en compte tous ces chiffres-là, tous ces types-là. Donc, si j'ai ici ma variable late, ma variable âge ici, ma variable âge qui contient qui prend le nombre 30, et ma variable pi
ici qui prend le nombre 3,14, ils ont le même type en JavaScript. Ils ont le même type. Dans d'autres langages de programmation, ils seront ici par exemple int et puis décimal. Non. En JavaScript, ils ont le même type. C'est le type number. Il fait pas de distinction entre les chiffres à virgule et puis les chiffres normaux entiers. Donc, ça c'est notre premier type que nous avons vu. Nous avons ici aussi les strings, les chaînes de caractères. Donc, deuxième type, c'est le string. Chaîne de caractères. Donc, en parenthèse, chaîne de caractères. Sans pouvoir le savoir, nous avons déjà défini une chaîne de caractères. Nous avons travaillé sur une chaîne de caractères, mais on n'a pas fait dans une variable. Ici, ça c'est une chaîne de caractères. Pour définir une chaîne de caractères, nous avons besoin simplement du nom de la variable. Ça peut être par exemple une variable name. Nous l'avons fait avec la variable name. Donc, on définit une variable late qui s'appellera name. Ici, par exemple, on va mettre le nom Julien, par exemple. Julien. OK? Cette variable contient le nom Julien. C'est une variable de type string. Pourquoi? Parce que nous avons mis des griffes d'abord pour dire que oui, cette variable-là va contenir des chaînes de caractères. Si on ne mettait pas ces griffes, si j'efface ces griffes, on verra déjà qu'ici, ça nous fait des erreurs. Donc, nous avons déjà intérêt à mettre des griffes pour pouvoir permettre à notre code JavaScript de retenir que de savoir, en fait, que c'est une variable de type string. Donc, c'est ça, en fait, c'est comme ça qu'on définit les variables de type string. C'est aussi simple que ça. On met le nom de la variable égal, et puis on met les griffes, on met la valeur qu'il reçoit. Ce sont les chaînes de caractères. Donc, on peut mettre vraiment tout ce que nous voulons ici. Mais maintenant, quand nous sommes en train de mettre les chaînes de caractères, il y a ce problème avec l'apostrophe. Donc, on peut définir les chaînes de caractères, je pense, comme ça. On peut définir les chaînes de caractères de cette façon, avec les tirets, avec des apostrophes, des griffes, avec le chiffre 4 si on est sur le clavier français. On peut les définir de cette façon. Mais maintenant, si nous sommes appelés à mettre des apostrophes dans notre chaîne de caractères, si c'est une phrase, par exemple, le mot, par exemple, d'abord, voilà, d'abord, ça va nous faire des erreurs. Si j'écris ici, d'abord, ça va nous faire des erreurs simplement parce que d'abord contient un apostrophe et nous devons en fait échapper cette apostrophe pour que ça marche en fait. Puisqu'ici, nous avons l'apostrophe, là nous avons, lui en fait, il ne comprend plus que voilà, lui ça, ce contenu-là, c'est une partie de notre code. Nous devons échapper l'apostrophe. Donc, pour le faire, nous avons le raccourci clavier. Donc, nous avons besoin de l'anti-slash, en fait. Pour sortir l'anti-slash, je pense que c'est le raccourci clavier Alt-Gras-8. Donc, Alt-Gras-8, le raccourci clavier Alt-Gras-8 pour sortir l'anti-slash. Et là, il prend en compte cette apostrophe-là et ça ne nous renvoie plus une erreur. Mais vraiment le mieux, c'est de définir, en fait, notre chaîne de caractères avec ces griffes. Ces griffes qu'on sort avec le 3 sur le clavier français. Et si on définit avec les griffes, on n'a pas besoin d'échapper quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'échapper. On a besoin simplement de mettre nos apostrophes et ça va travailler tranquillement. On n'a pas besoin d'échapper quand c'est défini avec des griffes, des doubles griffes comme ça. Donc, sur l'affichage, c'est la même chose. Pour afficher cette variable, je viens simplement dans mon console log. Je vais venir l'afficher ici sans problème. Je copie le nom. Je viens ici afficher. On voit ici que la phrase c'est Julien d'abord. OK, Julien d'abord. Donc ici, on a le résultat Julien d'abord qui s'affiche sans problème. Donc c'est comme ça que nous arrivons vraiment à travailler avec nos chaînes de caractères. Maintenant, ça c'était le type string. Et nous avons aussi les types booléens. Donc les booléens. Les booléens, ce sont des valeurs, en fait, c'est juste deux valeurs. Elles sont soit vraies, soit faux. Soit 1, soit 0. Donc le booléen, c'est un type particulier qui ne prend que deux valeurs. Soit vrai, soit faux. Donc true ou false.
ou bien 1 ou 0. Donc, ce sont des types qui vont nous aider à tester peut-être des fonctions pour voir au fait quel résultat renvoie ces fonctions. On va de fois travailler sur des fonctions et ces fonctions vont nous renvoyer un résultat. Et ce résultat-là, il va être de fois vrai ou faux. Donc, nous avons besoin de renvoyer des variables de type booléen pour voir si vraiment le résultat que nous sommes en train de tester est bon. Et même les boucles, mais même plutôt les conditions que nous allons utiliser, nous aurons besoin de faire des variables booléennes pour travailler au-dessus. Donc, les booléens, s'il faut les résumer, ce sont des variables qui contiennent que deux valeurs, soit la valeur vraie, soit la valeur fausse. Donc ici, on va définir par exemple une variable late, une variable late ici qui s'appelle par exemple is working. La variable is working. Par exemple, si notre code fonctionne, on peut écrire ici true. Donc, si on fait ça, la variable is working est définie de type booléen. C'est une variable de type booléen qui ici va savoir, qui va ici afficher la valeur true. Donc, au fait, cette variable est à true, ça veut dire que voilà, ça marche. Et si c'est à false, ici, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc, vraiment, sachez au fait quelle variable que vous allez définir en booléen et quand on nomme une variable, vraiment faites attention à ce que la variable que vous êtes en train de nommer soit vraiment au fait explicatif. La variable doit recevoir le nom qu'il faut. Donc, une variable qui reçoit un nom de famille, voilà, prenez le temps d'écrire nom de famille. Si c'est une variable qui va recevoir un prénom, prenez le temps d'écrire prénom. Même si la variable elle est kilométrique, ça ne dérange pas. Prenez le temps d'écrire les variables pour qu'elles soient vraiment le plus explicatif plus explicatif possible. Donc, une variable qui va contenir un nom, vous n'allez pas simplement l'appeler A ou bien B. Non, c'est pas trop visible, c'est pas trop bien d'écrire des variables de cette façon. Donc, ici, si vous avez remarqué la façon dont j'ai écrit is working, j'ai utilisé la façon d'écriture qu'on appelle le camel case. Donc, on écrit au début de chaque nouvelle lettre, nous avons une majuscule. Donc, si j'avais une variable nombre de produits dans le panier, donc j'écris ici nombre de produits dans le panier. Donc ici, j'aurais bien, donc j'ai une variable ici, nombre de produits dans le panier. Et il va recevoir ici le nombre de produits que j'ai par exemple dans mon panier sur un site e-commerce et tout. Donc ne vous empêchez pas d'écrire des variables kilométriques pour la lisibilité de votre code. Tant que vous arrivez à vous retrouver dans votre variable, ça ne dérange personne d'avoir une variable qui contient, je sais pas, 30 caractères. Soyez le plus explicatif possible quand vous créez des variables. Et voilà, ça c'est, nous avons vu le booléen. Donc, on va noter ici 3. Le booléen, donc, true or false.